everyone, this is week 17 of our reading club for The Book Thief, and today's chapter are The Snowman and 13 Presents. I will start with The Snowman and I'll read some of 13 Presents, and then Sasha will finish it. We're only doing these two chapters this week because they cover enough materials, we think, and there is a lot happening. We'll have 4 questions for you as per usual, half English, half French, and that's it. If you have any comments or questions, don't hesitate to contact us. We're always happy to be in touch with you guys, and that's it. Salut tout le monde, c'est notre 17e semaine de notre club de lecture pour la voleuse de livres, et aujourd'hui on va seulement lire 2 chapitres car ils sont un peu plus longs et beaucoup de choses vont arriver. Alors aujourd'hui ce sera le bonhomme de neige et puis 13 cadeaux, et Julie va lire le bonhomme de neige et le commencement de 13 cadeaux, et je vais continuer avec la majorité de 13 cadeaux. 13 cadeaux. Et ensuite, on aura, comme d'habitude, 4 questions pour vous, 2 en anglais et 2 en français. Et n'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions et des commentaires. So, The Snowman. For Liesl Memminger, the early stages of 1942 could be summed up like this. She became 13 years of age. Her chest was still flat. She had not yet bled. The young man from her basement was now in her bed. Q&A. How did Max Vanderberg end up in Liesl's bed? He fell. Opinions varied, but Rosa Huberman claims that the seeds were sown at Christmas the previous year. December 24 had been hungry and cold, but there was a major bonus: no lengthy visitations. Hans Jr. was simultaneously shooting at Russians and maintaining his strike on family interaction. Trudy could only stop by on the weekend before Christmas for a few hours. She was going away with her family of employment. A holiday for a very different class of Germany. On Christmas Eve, Liesl brought down a double handful of snow as a present for Max. Close your eyes, she said. Hold out your hands. As soon as the snow was transferred, Max shivered and laughed, but he still didn't open his eyes. He only gave the snow a quick taste, allowing it to sink into his lips. Is this today's weather report? Liesl stood next to him. Gently, she touched his arm. He raised it again to his mouth. Thanks, Liesl. It was the beginning of the greatest Christmas ever. Little food, no present, but there was a snowman in the basement. After delivering the first handfuls of snow, Liesl checked that no one else was outside, then proceeded to take as many buckets and pots out as she could. She filled them with the mounds of snow and ice that blanketed the small strip of world that was Himmel Street. Once they were full, she brought them in and carried them down to the basement. All things being fair, she first threw a snowball at Max and collected a reply in the stomach. Max even threw one at Hans Huberman as he made his way down the basement steps. Arschloch, Papa yelled. Liesl, give me some of that snow, a whole bucket. For a few minutes, they all forgot. There was no more yelling or calling out, but they could not contain the small snatches of laughter. They were only humans playing in the snow in a house. Papa looked at the snow-filled pots. What do we do with the rest of it? A snowman, Liesl replied. We have to make a snowman. Papa called out to Rosa. The usual distant voice was hurled back. What is it now, Zarko? Come down here, will you? When his wife appeared, Hans Huberman risked his life by throwing the most excellent snowball at her. Just missing, it disintegrated when it hit the wall, and Mama had an excuse to swear for a long time without taking a breath. Once she recovered, she came down and helped them. She even brought the buttons for the eyes and nose and some string for a snowman's smile. Even a scarf and hat were provided for what was really only a 2-foot man of snow. A midget, Max had said. What do we do when it melts? Liesl asked. Rosa had the answer. You mop it, Zaumensch, in a hurry. Papa disagreed. It won't melt. He rubbed his hand and blew into them. It's freezing down here. Melt it did, but somewhere in each of them that snowman was still upright. It must have been the last thing they saw that Christmas Eve when they finally fell asleep.
There was an accordion in their ears, a snowman in their eyes, and for Liesl there was the thought of Max's last words before she left him by the fire. Christmas greeting from Max Vanderburg. Often I wish this would all be over, Liesl. But then somehow you do something like pull down the basement step with a snowman in your hands. Unfortunately, that night signaled a severe downslide in Max's health. The early signs were innocent enough and typical. Constant coldness, swimming hands, and crude visions of boxing with the Führer. It was only when he couldn't warm up after his push-ups and sit-ups that it truly began to worry him. As close to the first fire as he sat, he could not raise himself to any degree of approximate health. Day by day, his weight began to stumble off him. His exercise regimen faltered and fell apart, with his cheek against the sourly basement floor. All through January, he managed to hold himself together, but by early February, Max was in worrisome shape. He would struggle to wake up next to the fire, sleeping well into the morning instead, his mouth distorted and his cheekbones starting to swell. When asked, he said he was fine. In mid-February, a few days before Liesl was certain, he came to the fireplace on the verge of collapse. He nearly fell into the fire. Hans, he whispered, and his face seemed to cramp. His legs gave way and his head hit the accordion case. At once, a wooden spoon fell into some soup, and Rosa Huberman was at his side. She held Max's head and barked across the room at Liesl. Don't just stand there. Get the extra blankets. Take them to your bed. And you, Papa was next. Help me pick him up and carry him to Liesl's room. Now. Papa's face was stretched with concern. His gray eyes clanged, and he picked him on his own. Max was light as a child. Can't we put him here in our bed? Rosa had already considered that. No, we have to keep these curtains open in the day or else it looks suspicious. Good point. Hans carried him out. Blankets in hand, Liesl watched. Limp feet and hanging hair in the hallway. One shoe had fallen off him. Move. Mama marched in behind them in a waddlesome way. Once Max was in the bed, blankets were hipped on top and fastened around his body. Mama? Liesl couldn't bring herself to say anything else. What? The band of Rosa Huberman's hair was worn tight enough to frighten from behind. It seemed to tighten further when she repeated the question, What, Liesl? She stepped closer, afraid of the answer. Is he alive? The band nodded. Rosa turned then and said something with great assurance. Now listen to me, Liesl. I didn't take this man into my house to watch him die, understand? Liesl nodded. Now, go. In the hall, Papa hugged her. She desperately needed it. Later on, she heard Hans and Rosa speaking in the night. Rosa made her sleep in their room, and she lay next to their bed on the floor, on the mattress they dragged up from the basement. They was concerned as to whether it was infected, but they came to the conclusion that such thoughts were unfounded. This was no virus Max was suffering from, so they carried it up and replaced the sheet. Imagining the girl to be asleep, Mama voiced her opinion. That damn snowman, she whispered. I bet it started with a snowman, fooling around with ice and snow in the cold down there. Papa was more philosophical. Rosa, it started with Adolf. He lifted himself. We should check on him. In the course of the night, Max was visited 7 times. Max Vanderburg visitor, score sheet. Hans Huberman, 2. Rosa Huberman, 2. Liesl Memminger, 3. In the morning, Liesl brought him his sketchbook from the basement and placed it on the bedside table. She felt awful for having looked at it the previous year, and this time she kept it firmly closed out of respect. When Papa came in, she did not turn to face him, but talked across Max Vanderburg at the wall. Why did I have to bring all that snow down, she asked. It started all of this, didn't it, Papa? She clenched her hands as if to pray. Why did I have to build that snowman? Papa, to his enduring credit, was adamant. Liesl, he said, you had to. For hours, she sat with him as he shivered and slept. Don't die, she whispered. Please, Max, just don't die. He was the second snowman to be melting away before her eyes, only this one was different. It was a paradox.
The colder he became, the more he melted. So the question for this chapter are, how do you think Max and the whole family felt making the snowman? Why? And if it wasn't the snowman, what could have caused Max's sickness? 13 presents. It was Max's arrival revisited. Feathers turned to twigs again. Smooth face turned to rough. The proof she needed was there. He was alive. The first few days, she sat and talked to him. On her birthday, she told him there was an enormous cake waiting in the kitchen if only he'd wake up. There was no waking. There was no cake. A late night exert. I realized much later that I actually visited 33 Hemel Street in that period of time. It must have been one of the few moments when the girl was not there with him, for all I saw was a man in bed. I knelt. I readied myself to insert my hands through the blanket. Then there was a resurgence, an immense struggle against my weight. I withdrew, and with so much work ahead of me, it was nice to be thought of in that dark little room. I even managed a short, closed-eyed pause of serenity before I made my way out. On the fifth day, there was much excitement when Max opened his eyes, if only for a few moments. What he predominantly saw, and what a frightening version it must have been close up, was Rosa Huberman, practically slinging an armful of soup into his mouth. Swallow, she advised him. Don't think, just swallow. As soon as Mama handed back the bowl, Lizzle tried to see his face again, but there was a soup feeder's backside in the way. Is he still awake? When she turned, Rosa did not have to answer. After close to a week, Max woke up a second time, on this occasion with Lizzle and Papa in the room. They were both watching the body in the bed when there was a small groan, and if possible, Papa fell upward out of the chair. Look, Lizzle gasped. Stay awake, Max, stay awake. He looked at her briefly, but there was no recognition. The eyes studied her as if she were a riddle, then gone again. Papa, what happened? Hans s'adossa de nouveau à son siège. Plus tard, il lui suggéra de lire quelque chose à Max. Tu lis beaucoup ces temps-ci, même si l'on se demande d'où vient ce bouquin. Je te l'ai dit, papa, c'est une des bonnes sœurs de l'école qui me l'a donné. Hans leva les mains. Je sais, un soupir. Simplement, il choisit soigneusement ses mots. Ne te fais pas prendre. À dater de ce jour, Lizzle lut à haute voix le siffleur à Max, tandis qu'il occupait son propre lit. Malheureusement, elle devait sauter des chapitres entiers car le livre avait mal séché et des pages restaient collées. Elle s'obstina pourtant et bientôt, elle parvint à 3/4 du volume qui comportait 396 pages. Chaque jour, elle se hâtait de rentrer à la maison après l'école dans l'espoir que l'état de Max se soit amélioré. Est-ce qu'il s'est réveillé? Est-ce qu'il a mangé? Retourne dehors, la supplia maman. Tu es un moulin à paroles et ça me tourne la tête. Va jouer au football dans la rue au nom du ciel. Entendu. Lizzle resta sur le seuil. Mais viens me chercher s'il réveille, hein? Fais comme si tu avais découvert que j'ai fait une bêtise et hurle-moi après. Tout le monde croira que c'est vrai, je t'assure. Rosa elle-même ne pouvait que sourire en l'entendant. Les mains sur les hanches, elle déclara à Lizzle qu'elle avait encore l'âge de recevoir une bonne watchen pour son insolence. Et marque un but, ajouta-t-elle, sinon ce n'est pas la peine de rentrer. Bien sûr, maman. Disons 2 buts, sans manche. Oui, maman. Et arrête de répondre. Lizzle faillit répliquer, mais elle préféra se précipiter dans la rue boueuse pour jouer contre Rudy. Celui-ci l'accueillit comme à l'accoutumée, tandis qu'il se disputait le ballon. « Ben, il était temps, pauvre pomme. Où t'étais passé? » Une demi-heure plus tard, lorsque l'une des rares voitures qui circulaient dans la rue Imen roula sur le ballon, Lizzle eut l'idée d'un premier cadeau pour Max Vandenberg. Jugeant le dommage irréparable, les enfants rentrèrent chez eux et le ballon resta sur la chaussée glacée. Lizzle et Rudy se penchèrent sur son cadavre. Un trou semblable à une bouche s'ouvrait sur son côté. « Tu le veux? » demanda Lizzle. Rudy haussa les épaules. « Que veux-tu que je fasse de cette merde de ballon crevé? On ne pourrait plus le gonfler, hein? »
Tu le veux ou non? Non, merci. Rudy le poussa d'un pied précautionneux comme un animal mort, ou qui pouvait l'être. Tandis qu'il rentrait chez lui, Liesel ramassa le ballon et le mit sous le bras. Rudy l'interpella. « Hé, Thalmensch !» Elle attendit. « Thalmensch !» Elle s'adoucit. « Quoi? J'ai un vélo qui n'a plus de roues si ça t'intéresse. » Mets-le-toi où je pense. La dernière chose qu'elle entendit fut le rire de ce sacre de Rudy Steiner. Dans la maison, elle se dirigea vers la chambre et alla déposer le ballon au pied du lit de Max. « Je suis désolée, dit-elle, ce n'est pas grand-chose. Mais quand vous vous réveillerez, je vous dirai comment ça s'est passé. Vous ne pouvez pas imaginer comme le temps était gris. La voiture n'avait pas allumé ses phares et elle a écrasé le ballon. Là-dessus, le conducteur est sorti et il nous a hurlé dessus. Et ensuite, il nous a demandé son chemin. Quel culot! Elle avait envie de crier « Réveillez-vous !» ou de le secouer. Elle n'en fit rien. Elle se contenta de contempler le ballon et son cuir tout aplati. Ce fut le premier d'une série de cadeaux. Cadeaux 2 à 5. Un ruban, une pomme de pin, un bouton, un galet. Le ballon de foot lui avait donné une idée. Désormais, à chaque fois qu'elle allait à l'école ou qu'elle en revenait, elle regardait autour d'elle en quête d'un objet qui puisse avoir un intérêt pour un homme en train de mourir. Au début, elle se demanda pourquoi cela avait une telle importance. Comment quelque chose d'aussi insignifiant pouvait-il réconforter quelqu'un? Un ruban dans le caniveau, une pomme de pin dans la rue, un bouton négligemment posé contre le mur d'une salle de classe, un galet du bord de l'eau. Tout cela, au fond, était la preuve qu'elle tenait à Max et ces objets leur fourniraient un sujet de conversation lorsqu'ils sortiraient de l'inconscience. Quand elle était seule, elle inventait ces conversations. « Qu'est-ce que c'est que ces babioles ?» disait Max. « Des babioles !» Dans son imagination, elle était assise sur le bord du lit. « Ce ne sont pas des babioles, Max, c'est ce qui a fait que vous vous êtes réveillé. » Cadeau 6 à 9. Une plume, 2 journaux, une enveloppe de bonbons, un nuage. La plume, ravissante, était coincée dans les gonds de la porte de l'église rue Munich. Elle pointait son nez de guingois et Liesel se précipitait à son secours. Sur la gauche, les fibres étaient lisses, mais la partie droite était faite de bords délicats et de sections de triangles déchiquetés. Impossible de la décrire autrement. Les journaux sortaient du fond glacé d'une poubelle. Inutile d'en dire plus. Et l'emballage du bonbon était aplati et fané, marqué de traces de pas. Quant au nuage, comment offrir à quelqu'un un morceau du ciel? Vers la fin février, elle se trouvait dans la rue de Munich quand un énorme nuage apparut au-dessus des collines, tel un monstre blanc. Il escaladait les montagnes. Le soleil fut éclipsé et à sa place une bête blanche au cœur gris observa la ville. « Tu as vu, papa ?» demanda-t-elle. Hans pencha la tête et lui dit le fond de sa pensée. « Tu devrais le donner à Max, Liesel. Vois si tu peux le déposer sur la table de nuit avec le reste. » Liesel le regarda comme s'il était devenu fou. « Mais comment ?» D'un doigt léger, il lui tapota la crâne. « Mémorise-le, puis mets-le par écrit pour lui. » C'était comme une grande bête blanche, dit-elle lorsqu'elle le veilla à nouveau, et elle venait de l'autre côté de la montagne. Une fois qu'elle eut complété et modifié sa phrase, Liesel sentit qu'elle l'avait mise au point. Elle l'imagina en train de passer de sa main à celle de Max à travers les couvertures et elle l'inscrivit sur un bout de papier qu'elle fixa à l'aide d'un galet. Cadeau 10 à 13. Un soldat de plomb, une feuille miraculeuse, un siffleur achevé, une tranche de chagrin. Le soldat était enfoui dans la terre, non loin de chez Tommy Mueller. Il était éraflé et l'on avait marché dessus. Mais Liesel constata que, même blessé, il tenait encore debout. La feuille était une feuille d'érable. Elle la trouva dans le placard à balai de l'école, parmi les seaux et les plumeaux. La porte était entr'ouverte. La feuille était sèche et rêche, comme du pain grillé, et sa surface était parsemée de collines et de vallées.
D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à franchir le couloir de l'école et à entrer dans le placard. Telle une moitié d'étoile avec une tige, Lisa la prit et la fit tourner entre ses doigts. Elle ne la déposa pas sur la table de nuit avec les autres objets. Elle l'épingla sur le rideau tiré juste avant de lire les 34 dernières pages du siffleur. Elle ne prit pas le temps de soupir, de boire, ni même d'aller aux toilettes. Toute la journée à l'école, elle s'était promis qu'elle finirait son livre aujourd'hui et Max Vandenberg écouterait. Il allait se réveiller. Papa était assis dans un coin sur le sol. Comme d'habitude, il n'avait pas de travail. Heureusement, il s'en irait bientôt jouer de l'accordéon au Noller. Le menton posé sur les genoux. Il écoutait la fillette à qui il s'était donné le mal d'apprendre l'alphabet. D'une voix empreinte de fierté, elle livra à Max les derniers mots terrifiants du texte, le dernier passage du siffleur. Ce matin-là, à Vienne, les fenêtres du train s'embrumaient, et tandis que les gens se rendaient innocemment à leur travail, un meurtrier sifflait son air joyeux. Il acheta son billet, salua poliment le conducteur et les autres passagers. Il laissa même sa place à une dame âgée et échangea des propres polis avec un turfiste qui parlait de chevaux américains. Après tout, le siffleur aimait parler. Il parlait aux gens et les amenait ainsi à l'apprécier et à lui faire confiance. Il leur parlait au moment où il les assassinait, en les torturant et en retournant son couteau dans la plaie. C'est seulement lorsqu'il n'avait personne à qui parler qu'il se mettait à siffler, et c'est pourquoi il sifflait après un meurtre. Alors, vous pensez que le terrain est favorable au 7, n'est-ce pas? Absolument. Le turfiste sourit. La confiance s'était déjà installée. Il va remonter tous ses concurrents et les écrabouiller. Il hurla pour se faire entendre par-dessus le bruit du train. Si vous insistez, le siffleur eut un sourire affecté et il se demanda quand ils allaient retrouver le corps de l'inspecteur dans ce BMW flambant neuf. Jésus-Marie-Joseph, Hans Superman ne put cacher son incrédulité. C'est une bonne sœur qui t'a donné ça? Il se leva et vint l'embrasser sur le front. Bonsoir, Liselle, le Noller m'attend. Bonsoir, papa. Liselle, elle ignora l'appel. Liselle, viens manger quelque chose. Cette fois, elle répondit. J'arrive, maman. En fait, elle s'adressait à Max. Elle s'approcha de lui et déposa le livre qu'elle venait de terminer sur la table de nuit avec tout le reste. Tandis qu'elle se penchait au-dessus du lit, elle chuchota. Max, réveillez-vous. Elle fondit en larmes et ne put s'arrêter de pleurer en silence, même lorsqu'elle entendit Rosa arriver derrière lui. Un peu d'eau salée tomba de ses yeux sur le visage de Max Vandenberg. Maman l'étreignit. Ses bras la happèrent. Je sais, dit-elle. Elle savait. Alors, c'est la fin du chapitre et j'ai 2 questions pour vous. En premier, j'ai pourquoi Liselle donne-t-elle des cadeaux à Max? Et ensuite, pensez-vous que Max va se réveiller? Pourquoi ou pourquoi pas? Et c'est la fin pour aujourd'hui. On va vous voir la semaine prochaine. Je vais passer à Julie maintenant pour vous dire au revoir, mais ça c'est notre 17e semaine. S'il vous plaît, dites-nous si vous avez des questions. Hey, bye everybody. This is the end. Sorry, I forgot the microphone. Bye everybody. This is the end of week 17, and we'll see you next week to continue the book. And we have a really long chapter coming up, so stay tuned. And if you have any questions, please reach out. We'll be super happy to chat with you. I think that's everything, Sasha. Anything else? No? Okay. Good. Goodbye, everyone.